Joliba Morning News. Affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et d'équipements militaires, la mise sous mandat de dépôt d'anciens ministres crée la polémique au sein de la magistrature. Le collectif des distributeurs Orange Money, AMACR et l'association PDV dénoncent la réduction de leur commission par Orange Mali. Ils ont ainsi décidé d'observer une grève de 72 heures à compter de ce mardi. Au Bénin, l'une des dernières forêts marécageuses est aujourd'hui menacée à la fois par le braconnage et la surexploitation forestière. Fidèles téléspectateurs du Morning, bonjour et bienvenue dans cette édition. Je vous en parlais dans les titres. L'association malienne des revendeurs de cartes de recharge, le collectif des distributeurs d'Orange Money et l'association des points de vente PDV dénoncent la réduction de leur commission par Orange Mali lors des opérations de retrait d'argent. Ils ont ainsi décidé d'observer une grève de 72 heures à compter de ce mardi. Elhadj Malik Guitei. Le bras de fer entre Orange Mali et le collectif des distributeurs d'Orange Money continue toujours. À l'appel de l'association malienne des revendeurs de cartes de recharge, 3 associations du même secteur ont décidé d'observer une grève de 72 heures pour dénoncer la réduction de leur commission. Nous arrêtons de travailler car Orange vient de réduire notre commission sans nous avertir. Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision. De 0,35%, ils ont réduit notre commission à 0,25%, soit une réduction de 10%. Cet énième préavis de grève fait suite à l'échec des négociations entre les deux parties depuis le préavis du mois dernier. Satisfait parce que Orange Masteruko Ama. Nous ne sommes pas satisfaits des négociations car les masters d'Orange nous ont dit qu'Orange Mali vient de faire un financement. Donc, ils nous demandent d'attendre d'ici 3 mois le retour sur investissement d'Orange Mali pour pouvoir gagner notre commission. Et nous avons refusé cette demande. En outre, ces 3 associations dénoncent les maigres commissions du Mali comparativement aux autres pays de la sous-région. Le frais de retrait de 100 000 francs CFA au Sénégal est fixé à 700 francs CFA, 50 000 francs à 450 francs CFA. Mais au Mali, le frais de retrait de 50 000 francs est fixé à 1650 francs CFA et sur le frais de retrait de 100 000 francs CFA, nous ne gagnons que 250 francs CFA. Selon le rapport trimestriel d'analyse des données télécom TIC, Orange Mali dispose de 90 000 points de vente Orange Money. Cette plateforme de transaction mobile monnaie enregistre le plus grand nombre de comptes dans notre pays avec 8 90 243 clients. Des chiffres qui démontrent le monopole du marché par la multinationale française qui détenait 77% du marché malien au 2e trimestre de l'année dernière. Hier, une délégation des Maliens de l'extérieur composée de 40 membres du bureau ont rendu une visite chez le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Almadan Ibrahima Touré est au micro de Moussa Tembini. Alors on s'est dit que nous autres qui avons les mêmes préoccupations, on pouvait voir le ministre des Maliens de l'extérieur qui est notre ministre de tutelle pour lui évoquer quand même certains points qui constituent aujourd'hui des problèmes. Notamment l'observation des statuts et règlements intérieurs, parce que par finir, on a beaucoup de textes. Lesquels textes qui seront appliqués, on ne le sait pas. Parce que depuis toujours, au niveau du Haut Conseil, chaque fois qu'un texte ne nous arrange pas, on le met de côté, on prend un autre. Déjà, il y a eu un effritement parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ont quitté le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur parce qu'elles n'étaient pas satisfaites du mode de fonctionnement. Aujourd'hui, on doit changer la gouvernance. On doit s'approprier nos textes, les adapter à nos réalités. C'est pourquoi aujourd'hui on est venu voir le ministre des Maliens de l'extérieur pour lui exposer toutes ces préoccupations-là. Fort heureusement, on a trouvé une oreille attentive. Un homme intègre d'une grande probité qui nous a écoutés, qui nous a prodigué des conseils. Et voilà, je crois qu'ensemble, on va faire le Mali.
Sur un tout autre plan, à présent, placée sous mandat de dépôt la semaine dernière dans l'affaire dite de l'avion présidentiel et des équipements militaires, Mme Boiré Fili Sissoko était au moment des faits ministre de l'économie et des finances. Elle a écrit à ses enfants depuis sa cellule de la prison centrale de Bolé. Aruna Saliakone nous décrypte le contenu de la lettre. Mes chers enfants, au terme de ma première journée de détention préventive, je tiens à vous faire cette adresse. C'est en ces termes affectifs que Mme Boiré entame ses billets au lendemain de sa première nuit de détention. Après cette arrestation, Mme Boiré se pose la question de savoir à quoi sert-il de servir son pays avec abnégation et don de soi. Une interrogation qui laisse paraître chez elle une dose de remords, de déception. Malgré les regrets, la maman exprime résolument à ses enfants son souhait ardent pour que le droit soit dit et que la lumière soit faite dans ces dossiers afin que, selon elle, les personnes mal intentionnées se taisent à jamais. Une manifestation de la vérité qu'elle veut avant son dernier souffle, afin que ses enfants gardent la tête haute. C'est là pour son honneur à elle et celle de la lignée. Madame le ministre confie qu'elle garde foi en la justice malienne malgré la forme de cette procédure judiciaire qu'elle juge déconcertante. Madame Boiré se dit sereine et prie afin que la raison l'emporte sur la passion. La mère de famille invite ses enfants à tenir bon et promet que la vérité triomphera. Écoutez dans le passé dans cette affaire qui défraie la chronique depuis bientôt 7 ans, Mme Boiré Fili Sissoko a été finalement interpellée et mise sous mandat de dépôt par le procureur de la Cour suprême la semaine dernière. Ministre de l'économie et des finances au moment des faits, elle a toujours clamé son innocence dans cette affaire. Toujours dans le même registre, la mise sous mandat de dépôt de l'ancien Premier ministre d'Ibrahim Boubacar Keïta, Soumeylou Boubé Maïga, et de l'ancienne ministre de l'économie et des finances, Mme Boiré Fili Sissoko, suscite des réactions au sein de l'appareil judiciaire. Des explications avec Amadou Diallo. Selon les deux branches syndicales AMPP et REF-SIMA, la Cour suprême n'est pas habilitée à juger deux anciens ministres. Mohamed Cherif Kone, magistrat et avocat général de la haute juridiction du pays, dénonce, je cite, « l'instruction des dossiers impliquant des personnalités judiciables de la haute cour de justice, la saisine de la commission d'instruction de la Cour suprême par le procureur général près la dite cour est sans base juridique de tout acte de mise en accusation émanant de l'Assemblée nationale. » Il ajoute qu'aucune considération politique ou un quelconque argument tiré d'une jurisprudence ne saurait justifier une violation aussi grave des règles procédurales établies à la matière. Il renchérit en outre, l'AMPP et la REF-SIMA sont également membres à part entière, mais dont les avis n'ont pas été recueillis dans la prise d'une décision aussi hautement juridique. Fin de citation. Mohamed Cherif Kone revient à la charge en invoquant que cette autosaisine irrégulière par la Cour suprême, non prévue par aucune disposition de la Charte de la transition et est contraire à la Constitution, aux lois de la République et d'inviter les acteurs de la justice à la vigilance. L'ex-ministre de la Justice garde des Sceaux, Mamadou Ismaël Konaté, est aussi monté au créneau pour dénoncer la saisine par la Cour suprême de cette affaire dite d'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Selon lui, le déferment probable aux assises violera le privilège de juridiction et la compétence juridictionnelle, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Les organisations syndicales de la magistrature, le SAM et le SILIMA, ne sont pas restées silencieuses face aux critiques dont a fait l'objet la Cour suprême, notamment celles émanant du président de l'Association malienne des procureurs et poursuivants et la référence syndicale des magistrats. Les deux syndicats, SAM et SILIMA, ont à leur tour condamné dans un communiqué les attaques multiformes et gratuites contre l'institution judiciaire qu'est la Cour suprême. SAM et SILIMA précisent que la Cour suprême animée de magistrats n'a fait qu'une saine et judicieuse application de la loi et de poursuivre, que nul n'est au-dessus de la loi et que la justice entend en toute responsabilité, indépendance et objectivité poursuivre le combat contre l'impunité au Mali. Pour rappel, le procureur général près la Cour suprême, Mamadou Timbo, a fait une sortie le 24 août dernier pour expliquer, je cite, qu'en l'absence de l'Assemblée nationale et de la Haute Cour de justice non encore fonctionnelle, dans le contexte actuel,
et pour éviter que les crimes commis ne soient couverts par le délai de prescription de 10 ans, les mises en cause comparaîtront devant la cour d'assises en vertu d'une jurisprudence remontant aux années 1980. Entre les deux tendances, qui a raison, qui a tort, les sujets alimentent les discussions. L'image du jour nous conduit au Portugal. Une statue en bronze à son effigie dans sa ville natale de Funchal sur l'île portugaise de Madère a été érigée en hommage à Cristiano Ronaldo. La statue de Cristiano Ronaldo pèse 800 kg et mesure 3,40 mètres. Elle a été inaugurée depuis le 21 décembre 2014. La statue, haute de 3,40 mètres et lourde de 800 kg, a été installée à l'initiative du musée de Ronaldo à Madère et du Jornal da Madeira en hommage au footballeur. Le musée de Ronaldo, financé par le sportif lui-même, a déjà attiré quelques 100 000 visiteurs, essentiellement des touristes de passage sur l'île. L'actualité l'oblige après avoir quitté Manchester United à l'été 2009 pour rejoindre le Real Madrid, puis la Juventus Turin. Cristiano Ronaldo signe son retour chez les Red Devils. À 36 ans, Cristiano Ronaldo va devoir encore mouiller le maillot pour le Manchester United. À présent, l'actualité internationale. La forêt marécageuse de Hazoun, dans le sud du Bénin, l'une des dernières forêts à être traversée par un cours d'eau, abrite une flore et une faune remarquables. Mais elle est aujourd'hui menacée à la fois par le braconnage et la surexploitation forestière. C'est une immense forêt dans le sud du Bénin où les arbres ont les pieds dans l'eau. Une forêt marécageuse, dernière du genre dans le pays, est aujourd'hui menacée. Là, on entend le cri du calao longiband. Donc le calao, ce sont les oiseaux de grande taille avec un grand bec. Donc c'est un peu le cousin africain du toucan. Et donc ce sont des espèces qui sont un peu omnivores. Elles vont manger des insectes, aussi des fruits. Bien cachées dans cette végétation dense, plus de 160 espèces animales cohabitent. Quand vous allez à Zogoudomé, vous constatez au bord de la route, les gens amènent des varans, des céphalopes et autres. Ils les tuent où? Si ce n'est pas dans les plantations, ce serait dans cette forêt. Sur ces 2945 hectares, en espace boisé forestier qu'il reste, nous on estime plus ou moins à 500-600 hectares. Si on les appuie pour faire l'agriculture, le maraîchage, le petit commerce autour, si on les appuie surtout pour faire du tourisme dans cette forêt, si on les appuie pour aménager des espaces, pour produire des essences. Des Sud-Africains profitent de la neige après des chutes exceptionnelles dans les montagnes et les hauts plateaux proches de la ville de Ceres, à environ 180 km du Cap. J'ai fait tout le chemin depuis Parle. Je me suis réveillée à 6 heures. J'attendais juste ma sœur qui est arrivée à 9 heures et nous sommes partis à 10 heures. Mais youpi, je suis là. De la chair éparpillée partout, selon des témoins de la frappe américaine à Kaboul. Soudain, nous avons entendu un bruit sourd et la chair de tous ceux qui étaient dans la voiture a été éparpillée partout, selon des témoins qui assurent que plusieurs enfants figurent parmi les victimes de la frappe aérienne américaine contre une voiture chargée d'explosifs dimanche dans la capitale afghane. Il venait juste de rentrer du travail et voulait garer sa voiture à la maison. Là, son fils a voulu prendre sa voiture et la garer. Les enfants âgés de 2 ans et demi, 3 ans et 7 ans sont également venus et ont voulu monter dans la voiture. Ils étaient à l'intérieur de la voiture. D'autres personnes se trouvaient également dans cette zone. Malheureusement, ils ont été tués lors de l'incident. Ma propre fille, qui avait 2 ans et demi, a été tuée. 3 enfants de mon frère ont également été tués. 2 garçons et une fille. Les 3 enfants de mon frère aîné qui revenaient du travail ont également été tués. Une jeune nièce se trouvait également près de la voiture et a été tuée elle aussi. Un de nos invités qui se trouvait également ici a été tué, ce qui porte le bilan à 10 personnes.
L'essence au plomb n'est plus utilisée dans aucun pays du monde, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui salue une étape majeure qui permettra de sauver chaque année plus d'1,2 million de vies et d'économiser plus de 2400 milliards de dollars. L'essence au plomb est épuisée, et ce, grâce à la coopération des gouvernements de pays en développement, des milliers d'entreprises et de millions de citoyens. L'arrêt de l'utilisation de l'essence au plomb évitera chaque année plus d'1 million de décès prématurés dus à des maladies cardiaques, des attaques et des cancers. L'essence au plomb est l'exemple même du type d'erreur que l'humanité a commise à tous les niveaux de nos sociétés. Le genre d'erreurs qui nous ont conduit à la triple crise planétaire actuelle, le changement climatique, la perte de biodiversité et la population. Le succès dont nous nous réjouissons aujourd'hui nous offre également des enseignements clairs sur la manière de relever les défis environnementaux, des enseignements sur la nécessité d'une science indépendante, de l'innovation, de la liberté des médias et d'objectifs et buts clairs. Un mot de sport. Après la démission d'Alain Giresse, la Fédération malienne de football FEMAFOOT a choisi le directeur technique national Mohamed Magasuba comme entraîneur national. Une grande expertise qui s'avère payante pour le moment. Qui est Mohamed Magasuba? Élément de réponse avec Amadou Toulou. Instructeur et expert écouté et respecté au niveau de la Confédération africaine de football CAF et de la Fédération internationale de football association FIFA depuis des décennies, ces deux organisations lui avouent une totale confiance dans la formation des techniciens du football sur le continent. Responsable de la direction technique du football malien depuis 2011, il a succédé l'Allemand Joachim, un technicien qui avait été mis gracieusement à la disposition de notre pays pour la coopération allemande. Né le 12 février 1958 à Nara, région de Koulikoro, Mohamed Magasuba est diplômé en sciences économiques de l'École nationale d'administration ENA de Bamako. Ce Soniké a naturellement commencé sa carrière d'entraîneur par le diplôme C décerné par la FEMAFOOT. À force de travailler, il obtiendra par la suite le certificat de 2e degré de football de la Fédération internationale de football FIFA et du Comité international olympique CIO, le certificat de 3e degré de stage continental pour les entraîneurs d'élite, à son actif également un certificat d'entraîneur de football 3e degré de la Fédération française de football et des stages de formation et des recyclages effectués dans de nombreux pays, notamment en Italie, Turquie, Maroc, Belgique, Afrique du Sud, France, Cameroun, j'en passe. Passionné et dévoué, Magasuba a fait ses débuts sur le banc en 1980 avec l'association sportive de l'Hippodrome et depuis la vie de ce technicien affable et humble rime avec le sport roi en Afrique et dans le monde. Le plus bel exploit de Mohamed Magasuba reste le trophée de la défunte Coupe des Coupes d'Afrique qu'il a remporté en 1994 avec Daring Club Motema Pembe du RD Congo ex-Zaïre. C'est d'ailleurs dans ce pays que notre ami coach a réellement débuté sa carrière d'entraîneur de haut niveau. En effet, avant de prendre la direction technique du Daring Club Motema Pembe, le prodige de Nara avait d'abord dirigé Steel Star, Saint-Élu Lupopo et l'AS Vita Club en 1996. Âgé de 61 ans aujourd'hui, tout porte à croire que cette CAN 2021 serait la bonne pour Magasuba et les Aigles du Mali. À noter que Mohamed Magasuba est sélectionneur national des Aigles du Mali depuis octobre 2019. Les hommes valeureux sont nombreux dans le monde sportif malien. Mohamed Magasuba en est un. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation ainsi qu'à celle de la rédaction. À très bientôt sur Djoliba TV News. Djoliba Morning News.